Voilà. C'est pas mal. Du coup, il n'y a que ça que je sais dire bien, mais je peux faire toute une chronique avec cette phrase, hein, la direction va pas être contente. Pas mal. Du coup, je m'adresse aussi bien à vous qu'aux auditeurs. Si à un moment vous comprenez pas ce que je dis, dans le doute, riez, on passe à autre chose. Sinon, petite anecdote que je voudrais raconter. Ce Shabbat, j'étais dans une nouvelle synagogue que je connaissais pas, Ouais. et il demande s'il y a un Cohen. Du coup, moi je suis Cohen, je lève la main, il demande mon nom. Et mon vrai nom, c'est Jonathan. Du coup, ils appellent Jonathan Cohen. Voilà, exactement. Et je sens que la salle s'excite. Hein, il y a un petit... Un petit flottement. Exactement, c'est qui celui-là? Il est là. Je me lève, et au fur et à mesure que je marche d'un endroit où on me voit pas à un endroit où on me voit, je sens que l'excitation se transforme en interrogation. J'entends même, mais c'est qui celui-là? C'est pas Jonathan Cohen. Et en avançant, je vois sur les visages que l'interrogation se transforme en déception. Dès que quelqu'un me voit, il fait la gueule. Nul comme super pouvoir. Du coup, j'arrive à la Teva, je retourne vers toute la synagogue et je dis, je suis désolé. Voilà. Mais quelle déception. Déjà, décevoir des gens, c'est dur. Mais décevoir des juifs, il n'y a pas plus fort que les juifs pour te faire culpabiliser. Le dernier qui a essayé, il s'appelle Pharaon, il a mal fini. Non, mais vous savez ce que c'est de décevoir toute une synagogue? Vous êtes encore plus déçu que le gars qui monte à la Torah sans faire de don à la fin. Eh oui, parce qu'on sait qu'il suffit qu'un gars monte à la Torah sans faire de don à la fin pour que tout le monde dise qu'il est qu'il est radin, pardon. Alors qu'en vrai, c'est dingue ce truc. On t'invite alors que t'as rien demandé pour te faire un honneur et à la fin, c'est toi qui payes. C'est comme si moi, je vous fais un anniversaire surprise, je dis alors Léna, ça vous plaît? Vous êtes contente? Vous me devez 2000 balles, voilà. Bon, maintenant c'est admis qu'on vend des choses à la Sina. Mais il y a un gars qui connaît pas, il débarque à Shabbat. Le premier truc qu'il voit, c'est qu'on vend le droit d'ouvrir une armoire. C'est hyper bizarre. Et surtout, il y en a qui abusent. Parce qu'ils vendent pour ouvrir l'armoire, fermer l'armoire, embrasser l'armoire, nettoyer l'armoire. C'est n'importe quoi. Et parfois, ils se mettent à plusieurs pour porter. On dirait une preuve de Koh-Lanta. C'est le premier qui lâche, il paye pour tout le monde. Et c'est intéressant de voir les réactions en fonction de ce qui est vendu. Parce qu'une montée à la Torah, elle peut galérer à être vendue 30 €. Par contre, juste après, la bracha pour la Parnassa, elle monte à 8000 balles. Alors que c'est les mêmes gens dans la Sina. Il n'y a pas les Kardashians qui sont arrivés entre temps. Hein. Et quand ils galèrent à vendre, ils sortent leur carte Joker. Ils sont là, mesdames, vous pouvez acheter vous aussi, hein, et offrir aux hommes. Ça veut dire que ça fait 2h30 que les femmes, elles sont en garde à vue, personne ne fait attention à elles, et d'un coup, on se rappelle qu'elles sont là, parce qu'elles peuvent payer, mais sans en profiter et offrir à un mec. Simone Veil, on t'embrasse. Et un truc auquel j'ai pensé, parce qu'à Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Oui. Du coup, ils peuvent pas noter qui a fait la promesse de don. Et moi, j'aimerais pas être à la place de celui qui a récupéré l'argent après. Ouais. Hein, et là, excusez-moi, par rapport à la promesse de don que vous avez faite, vous vous rappelez que vous avez fait un don de 1000 €, et là, le gars au téléphone se lance dans un oui non improvisé. Possiblement, hein, mais tu es là, Shabbat, qui peut le dire? Bon, vous allez payer, oui ou non? Si Dieu veut. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils appellent ça des ventes aux enchères. Du coup, moi, je me suis intéressé à des vraies ventes aux enchères. Pardon, mais on est loin de Drouot, excusez-moi. À Drouot, le commissaire-priseur, il est commissaire-priseur. Hein. Il n'est pas audioprothésiste à Vincennes déjà. Et quand il fait une vente, il ne va pas faire un bisou au gars qui a acheté en lui disant frérot, viens chez moi après, il y a un couscous au beurre, tu n'as jamais vu ça. Non, et puis surtout, dans les vraies ventes aux enchères, à la fin, on ne demande pas un serfa et un prix pour un club de Pessard. En tout cas, si vous avez un homonyme connu, arrangez-vous pour faire un gros don à la Sina. Et voilà, c'était ma chronique du jour. Si vous l'avez aimé, je m'appelle Fonzi. Si vous avez été déçu, je m'appelle Jonathan Cohen. Bien, merci beaucoup. Ça me fait penser à Ari Elmaleh, notre ami du Magen David Adom. À chaque fois, on le confond avec le frère de Gad Elmaleh. C'est toujours très drôle. Alors qu'ils se ressemblent, mais pas du tout. Merci beaucoup, en tout cas, Fonzi, d'avoir été avec nous. Et il nous a rejoint en studio. David, bonjour David. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et votre invité ce matin, c'est Philippe Brun, député PS de l'Eure. Le rendez-vous politique de la matinale vous est présenté avec le soutien de l'Hort. Hort France, l'éducation au cœur de notre mission. Retrouvez-nous sur hort-france.fr. Bonjour Philippe Brun. Bonjour David Rodalen. Vous êtes député PS de l'Eure depuis 2022. On a beaucoup de questions sur la présidentielle qui est déjà dans tous les esprits sur la gauche. Mais d'abord un mot sur les débordements qui ont suivi la très belle victoire, le doublé du PSG en Ligue des Champions samedi. 890 interpellations et une situation d'ordre public ou plutôt de désordre public qui fait polémique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une forme d'interrogation parce qu'on se demande bien d'où viennent ces casseurs. Dans le même temps, on voit qu'en province, comme on dit chez moi par exemple, y compris dans les cités, ça a été extrêmement calme et que le nihilisme dont on nous parle sur les plateaux de télévision, on ne le voit qu'à Paris finalement. Il y a quand même eu pas mal de débordements dans quelques villes de province, notamment Toulouse. Et on se demande qui a intérêt, qui entraîne ces casseurs, qui les envoie. Et je crois que tout cela, la justice permettra d'éclairer cette affaire. Alors, on
retourne à 2027 puisque c'est dans moins d'un an. Il y a quelques jours, Raphaël Glucksmann a fait un pas de plus vers une candidature. C'est un bon candidat, Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il pourrait être le candidat du Parti socialiste ? Moi, j'ai pas choisi mon candidat pour 2027, donc je ferai pas d'annonce fracassante ce matin sur Radio J. En tout cas, il faut qu'il se prépare comme d'autres. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui que dans cet espace qui va, comme le veut l'expression de Glucksmann, à Ruffin, on ait des candidats qui se préparent. Nous devons avoir un candidat qui soit à gauche, qui incarne l'alternative au macronisme. Durant les dernières années, le peuple s'est appauvri, plus 25% du prix alimentaire, plus 60% des prix du logement, plus 40% du prix de l'énergie. Il faut un grand changement. Il faut en même temps quelqu'un qui soit crédible, qui soit capable de battre Marine Le Pen ou Jordan Bardella au deuxième tour. C'est dans cet espace-là que se trouve la solution. Est-ce que c'est Raphaël Glucksmann ? Est-ce que c'est Bernard Cazeneuve ? Est-ce que c'est François Hollande ? Est-ce que c'est Olivier Faure ? Est-ce que c'est Boris Vallaud ? Est-ce que c'est Marine Tondelier ? Fabien Roussel ? Eh bien, nous le saurons dans les prochaines semaines. Pour l'instant, Raphaël Glucksmann, c'est celui qui, dans l'espace social-démocrate, est le mieux classé. Dans un sondage Edoxa il y a quelques jours, il se classait 4e avec 11% des intentions de vote. Derrière Jordan Bardella, 32%, Édouard Philippe, 17%. Et Mélenchon, Jean-Luc, 16%. Mélenchon toujours en tête à gauche, ça vous inquiète ? Je pense qu'aucun sondage n'a de valeur au moment où nous parlons. Il y a d'un côté un candidat, Jean-Luc Mélenchon, identifié par les Français, avec une très belle machine à son service, la France Insoumise, construite il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis en face, effectivement, une gauche plurielle qui essaie de se reconstruire, qui n'a pas de candidat, qui n'a pas encore de programme. Et je suis convaincu que le jour où nous aurons notre candidat, nous serons nettement devant. Alors, Jean-Luc Mélenchon, qui vient d'officialiser sa 4e candidature, il avait atteint, je le rappelle, 19,6% à la présidentielle de 2017, 22% en 2022, mais beaucoup considèrent qu'il a fait de tels scores. C'est aussi parce que les candidats socialistes avec qui il était concurrent, Benoît Hamon en 2017, Anne Hidalgo en 2022, se sont complètement crachés avec respectivement 6 et 1,6% des suffrages. Est-ce que Mélenchon se nourrit de la faiblesse des socialistes ? Bien sûr, le Parti socialiste français est le parti social-démocrate le plus faible d'Europe. Nous gouvernons en Espagne avec succès d'ailleurs, la croissance est à 3%, déficit et lui est bien inférieur au déficit que nous avons en France. Nous gouvernons au Royaume-Uni où c'est plus difficile, mais enfin où il y a eu de beaux progrès notamment sur le plan économique. Nous avons gouverné en Allemagne il y a très peu de temps, il vient d'avoir une alternance et on voit bien que en France, là où pourtant le Parti socialiste, le Congrès des Globes 1900 est né, eh bien on est en difficulté. C'est évidemment la suite du quinquennat de François Hollande qui a été difficile pour nous et puis une reconstruction qui a été bien sûr trop lente. C'est François Hollande le responsable selon vous et son quinquennat ? Il y a eu un effondrement du Parti socialiste. D'un côté les frondeurs, de l'autre côté la flexibilité de Manuel Valls et de François Hollande. Et tout ça a amené à la situation où on est aujourd'hui. Maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts. On a fait de beaux résultats au municipal quand même. Il y a 800 villes socialistes, 7 villes insoumises seulement, j'aimerais bien le rappeler. Et puis, un beau score aux européennes. Maintenant, il faut qu'on ait un candidat qui rassemble la gauche. Et il n'y aura pas de gauche au pouvoir en France s'il n'y a pas un parti socialiste fort. Un parti socialiste faible, c'est une gauche durablement faible. Vous citiez les accords avec, les municipales avec 7 villes gagnées par LFI. Il y a quand même eu des accords entre le PS et LFI, alors que Olivier Faure avait à plusieurs reprises semblé prendre ses distances. On a l'impression qu'à chaque fois c'est le même film qui passe, comme dirait Francis Cabrel. À chaque fois qu'il y a une élection, le PS rechute et repart faire un deal électoral avec LFI. Pourquoi ? Oui, j'ai écrit une tribune au moment des municipales dans Libération qui disait le problème de la gauche n'est pas LFI, c'est le PS. C'est-à-dire que c'est parce que le PS est aussi faible qu'il en est réduit localement, un peu en sous-main, à faire ces alliances qui sont un peu contraires à son discours national. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est reconstruire un PS fort, qui a des idées, qui a un projet fort. Pourquoi la gauche aujourd'hui, elle est limitée à 30% des voix ? L'extrême gauche a toujours été à 10% en France. La Guy et plusieurs sources, c'est à 10%. Mélenchon, ça fait 10%, 12%. Lionel Jospin pourrait en témoigner de son vivant. Et donc, pour que nous puissions être forts, il faut que le PS soit fort. Et le PS n'est pas assez fort aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on soit à 14, il faut qu'on soit à 20. Et là, la gauche peut l'emporter quand le PS est à 20, pas quand il est à 14. Donc, il faut parler à beaucoup de gens. Parler aux ouvriers et aux employés. C'est ma ligne, la ligne populaire que je défends dans le Parti Socialiste. Il faut qu'on retrouve les ouvriers et les employés. Il faut aussi parler à tout un tas de gens modérés. Qui sont pas idéologisés, mais qui ont envie que leurs feuilles de paie soient un peu meilleures, qui ont envie de défendre le service public, qui ont envie de défendre la santé, les besoins du quotidien. C'est tout ce travail-là qu'il faut qu'on arrive à faire. Et on a encore du temps, David Revaud-Dallon. C'est vrai que tout le monde, tous les journalistes sont dans l'élection présidentielle,
mais c'est dans 1 an. Et donc je crois que d'ici la fin de l'année, on aura ce candidat, on aura ce programme enthousiasmant et on aura, je l'espère, la victoire au bout. Alors, vous avez cité quand même les nombreux candidats dans l'espace socialiste, mais aussi écologiste, communiste. Comment il faut faire cette désignation? Est-ce qu'il faut organiser des primaires, même si cette solution est moins à la mode qu'il y a quelques années, ou alors que c'est les sondages qui doivent faire l'élection ou désigner les candidats? Il faut d'abord un programme commun, ce qu'on n'avons pas aujourd'hui, avec les écologistes. Par exemple, je suis contre la sortie du nucléaire. Il faut quand même qu'on en discute avec les communistes pour avoir une candidature commune et des candidats communs aux législatives. Et une fois qu'on a ça, après, il faut voir comment on désigne. Est-ce que c'est sur les sondages? Est-ce que c'est une primaire? Moi, je suis pas contre la primaire par définition. S'il y a un programme commun, d'abord, s'il y a des candidatures communes, d'abord aux élections législatives, alors on peut faire une primaire. Mais c'est la condition. Une primaire sans programme commun, ce sera ce qu'on a vu avec Benoît Hamon. Les autres ne le soutiennent pas finalement, ils vont soutenir un autre candidat à l'élection présidentielle. Donc si on veut que ça fonctionne bien, il faut que chacun soit engagé par un programme commun avant. Alors, vous le disiez, on est très loin de la présidentielle, mais on a quand même pas mal de candidats dans tous les camps, même si c'est pas encore le cas à gauche, enfin, même si ça reste à éclaircir à gauche. On sait qu'à 1 an de l'élection, les favoris sont rarement élus. Je peux citer Balladur en 95, Jospin en 2002, Dominique Strauss-Kahn en 2012, Alain Juppé en 2017, ça fait beaucoup. Mais Jordan Bardella, depuis plusieurs semaines, ou Marine Le Pen, selon, est régulièrement donné en tête, très au-delà des 30%, ça avec une avance considérable sur ses poursuivants. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette avance? Ça dit quand même quelque chose, hein, même s'il faut le prendre avec des pincettes, ce n'est qu'un sondage. Je vois que le Rassemblement national est la mauvaise herbe de la politique, pousse sur les terrains que nous laissons en jachère, et que le système politique est tellement fragmenté aujourd'hui qu'il n'y a pas d'offre crédible. Mais ce que je vois aussi, c'est que le FN systématiquement baisse dans les sondages et dans les intentions de vote au moment où l'élection arrive. Il y a eu des très beaux sondages, Marine Le Pen aussi 2022 avant, et puis progressivement elle est arrivée à son niveau normal. La présidentielle, c'est une élection où il y a 80% de participation et où il y a un vrai débat qui s'engage. Ce débat n'a pas commencé. Il est vrai que le RN est très très fort dans le pays et prospère sur le terreau de nos renoncements. À nous maintenant de relever ce défi. Je rappelle qu'on attend le 7 juillet la décision de la Cour d'appel dans l'affaire des assistants parlementaires qui invalidera ou non Marine Le Pen dans la course à la présidentielle. Est-ce que les magistrats pourraient prendre une décision politique en se disant on ne peut pas écarter une candidate, une des favorites du jeu démocratique, ou est-ce qu'au contraire, d'après vous, ils vont se limiter à juger les faits selon le droit, comme c'est le travail des magistrats? De toute façon, que ce soit elle ou Jordan Bardella, les intentions de vote sont les mêmes. Donc l'interprétation politique de cette affaire est un peu ridicule. Vous ne privez pas le Rassemblement national d'un candidat à la présidentielle en condamnant Marine Le Pen. Il y a un autre candidat qui était prêt à être Premier ministre, paraît-il, et qui en plus a les mêmes intentions de vote, voire même un peu supérieur d'ailleurs dans un cas de second tour face à Édouard Philippe. Donc dans ces conditions, les juges diront le droit. Enfin, je crois que les preuves sont assez accablantes. C'est qui le meilleur candidat pour le RN et le plus dangereux pour les autres partis et donc pour la gauche selon vous? C'est Le Pen ou c'est Bardella? Je pense pas qu'il y ait de meilleurs ou de mauvais candidats. Il y en a une qui a une expérience, qui connaît bien la France, un qui est plus jeune, plus vert, plus médiatique. Les deux n'ont aucune compétence pour diriger le pays. Marine Le Pen l'a montré à 2 reprises, 2 fois le débat face à Emmanuel Macron qu'elle a perdu et qu'elle a perdu de manière assez lourde. Jordan Bardella, nous l'avons aussi vu dans d'autres débats, n'a pas le début du commencement de l'expérience, de la compétence pour présider au destin de l'État. Un mot sur les conséquences du conflit au Moyen-Orient. Les prix à la pompe restent hauts. Bientôt, hausse des coûts de production, de transport et donc, conséquences en chaîne, inflation, baisse du pouvoir d'achat. Quelles conséquences, selon vous, dans l'opinion? Est-ce que vous craignez une grogne sociale? Et puis, on sait que ça va arriver au moment où, précisément, la campagne présidentielle va démarrer. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Moi, je l'ai eu une circonscription. Le trajet domicile-travail moyen, c'est 50 km. Je suis une circonscription qui ne peut pas vivre avec une essence à plus de 2 euros le litre. C'est impossible. Et les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, elles ne fonctionnent pas. On compte depuis le 28 février, on a cette explosion du prix du gasoil, plus 40%. Et la réponse du gouvernement, c'est un guichet qui vient seulement d'ouvrir. On est aujourd'hui au mois de juin. Et qui propose de rembourser avec un délai qui est énorme, qui est à la trésorerie pour attendre 3 mois plus tard un remboursement en ayant gardé les tickets d'essence. Personne. Donc il faut aujourd'hui des mesures plus fortes. J'ai été missionné par la Commission des finances. Ma mission commence aujourd'hui pour trouver une solution à la crise du carburant, notamment fiscale. Moi, je regarde ce qu'ont fait les Espagnols. Les Espagnols ont baissé les impôts sur le carburant. La conséquence est directe. En Espagne, le gasoil, il est à 1,60 € le litre. Pour l'instant, le gouvernement se refuse absolument à une mesure de ce type. Oui, le gouvernement fait du budget sur le dos des Français. Il n'a pas trouvé le moyen
de résoudre l'équation budgétaire dans laquelle il est. Très forte baisse d'impôts depuis 2017, 60 milliards d'euros par an. Très forte augmentation de la dépense. Beaucoup de politiques publiques qui ont été créées par Emmanuel Macron et impossibilité de les financer. Et là, il y a cette manne formidable, exceptionnelle, fantastique, qui est celle de l'essence. L'augmentation de 40% du prix de l'essence, l'augmentation de 40% du produit, notamment de la TVA qui est proportionnelle au prix, ça veut dire 2 milliards, 2,5 milliards de plus dans les caisses de l'État, et l'État ne veut pas s'en passer. Selon vous, le gouvernement qui a proposé un plan il y a une quinzaine de jours, notamment en privilégiant les aides ciblées sur certaines professions, sur les gros rouleurs, c'est insuffisant ? Bien sûr, mais enfin, personne ne peut y recourir. Enfin, moi, j'ai fait le bilan ce week-end, j'ai fait 14 événements dans ma circonscription, je parlais avec les gens, absolument personne n'était allé sur le guichet, parce que personne n'est éligible. Il faut être à la fois très très pauvre et gros rouleur. Mais est-ce que quand vous gagnez 1 600 euros par mois, vous n'êtes pas éligible aux aides ? Est-ce que vous êtes riche quand vous êtes ouvrier intérimaire à 1 600 euros par mois, que vous faites 60 km pour aller à l'usine le matin ? Je ne crois pas que vous êtes riche, je crois que vous avez le droit à une aide. Je crois même qu'on devrait baisser les taxes sur le carburant. Dans ce contexte, comment va se passer le débat sur le prochain projet de loi de finances à la rentrée ? Le dernier avait déjà été compliqué, c'est un euphémisme. Là, ça va être mission impossible, non ? À quelques mois du premier tour de la présidentielle. Écoutez, en tout cas, on va essayer de discuter. Comme l'an dernier, l'année d'avant encore, je serai le négociateur avec Estelle Mercier pour le Parti Socialiste. Il y a plusieurs solutions possibles. Soit nous trouvons un accord et donc on fait comme les 2 dernières années, soit nous constatons effectivement qu'il y a de très grands choix à faire qui doivent être envoyés à l'élection présidentielle. Moi, je pense qu'on peut vivre sous loi spéciale. Vous savez, c'est reconduction du budget l'année dernière. Pendant 6 mois, il faut qu'on modifie quelques articles de loi pour que ce soit possible. Mais c'est finalement la chose la plus saine à faire. En Espagne encore, pardon de parler beaucoup de l'Espagne, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de budget et qu'ils reconduisent le budget de l'année d'avant. Et ça n'a pas de conséquences économiques négatives. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Pour conclure, beaucoup disent que pour la première fois en France, l'élection va se jouer sur les questions internationales, diplomatiques, militaires. Vous êtes d'accord ? Oui, elle va jouer aussi sur le pouvoir d'achat. Je rappelle que le bilan de 10 ans de macronisme, c'est plus 40% du prix de l'énergie, plus 60% du prix du logement, plus 25% des prix alimentaires. Et les salaires n'ont pas suivi. Les Français vont avoir une vraie demande sur le pouvoir d'achat. À mon avis, le pouvoir d'achat sera aussi le grand thème de la présidentielle de 2027. Merci Philippe Brun d'avoir répondu aux questions de Radio J et très bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup David. Votre invité demain sera Bruno Fuchs, député MoDem du Haut-Rhin, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Je le confirme. Le rendez-vous politique de la matinale vous a été présenté avec le soutien de l'ORT. Cet établissement du collège au Bac+5, 90% de réussite aux examens. Hort France, votre avenir, notre priorité. Plus d'infos sur hort-france.fr ou rt-france.fr ou 01 44 17 30 80. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. Quand les sirènes retentissent en Israël, chaque seconde compte. Le Magen David Adom est là. Toujours. Ambulance, secours, banque du sang, jour et nuit, nos équipes sauvent des vies, même sous le feu. Aujourd'hui, vous pouvez agir. En choisissant le MDA dans votre IFI, vous transformez votre impôt en vie sauvée. MDA-France.org. MDA France, Association au service de la vie. Notre culture juive est l'héritage de 6000 ans d'histoire qui se transmet de génération en génération. La Fondation Rania, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, soutient notamment l'action éducative et sociale de l'école Bet Rivka pour relever le défi de l'éducation pour tous et des injustices telles que la précarité, le handicap ou le retard scolaire. Faire un legs à la Fondation Rania, c'est assurer l'épanouissement d'une identité culturelle juive fidèle aux valeurs du judaïsme et de la République. Contactez-nous au 06 80 73 22 02. Ça, c'est uniquement sur Radio J. כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא ייפלו פנינו, זה קטן עלינו. Radio J. אל תגלי, 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 שאני שלך, ממי אל תגלי, זה לא בגללך, זה יותר בגללי, רק אל תגלי, תגלי, תגלי. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Il est 8h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous ce mardi 2 juin 2026. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct et vous pouvez nous regarder aussi, vous le savez, sur notre chaîne YouTube Radio J. Au sommaire de cette édition, c'est l'actualité, toute l'actualité au Proche-Orient et notamment de ce qui se passe dans le nord d'Israël. Avec Éléonore Claude, on va faire le point. Bonjour Éléonore. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et oui, grâce à la réalisation également d'Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes toujours en forme ce matin les amis? À fond. À fond, oui, tout à fait. Comme tous les matins, finalement. On se réveille doucement. On se réveille doucement, mais sûrement, en tout cas, et vous avez fait le bon choix, en tout cas à l'écoute de Radio J, puisque nous aurons les meilleurs avec nous, Pascal Zonshine à Jérusalem, Stéphane Goldin également à partir de 8h20, ancien commandant d'une unité d'élite de Tsahal, expert sécurité, qui va nous parler notamment de ce qui se passe au Liban. Et puis tout à l'heure, à 8h30, notre grand entretien avec Dov Maimon, chercheur au Jewish People Policy Institute de Jérusalem, qui est à Paris, qui sera en studio. Et on va parler évidemment de son nouveau rapport publié sur l'antisémitisme mondial. À tout à l'heure. Mais d'abord l'actualité, c'est le nord d'Israël et la guerre qui se poursuit avec un nouveau soldat tombé au combat hier soir. Oui, il s'agit du capitaine Ori Yosef Sylvester, 30 ans, originaire de Tel Aviv et puis médecin au sein du bataillon Shaket de la brigade de Givati. Il a été tué dans une explosion de drone piégé et 7 de ses camarades ont été blessés dans le même incident. C'est donc le 26e soldat tué depuis le début de la guerre. Par ailleurs, hier soir, les sirènes ont à nouveau retenti dans la région de Haïfa après une infiltration de drones tombés en zone ouverte sans faire de blessés. Puis de son côté, Tsahal intensifie ses activités dans le sud du Liban et élimine un commandant de l'unité de missiles du Hezbollah dans une frappe aérienne. Tsahal frappera des cibles terroristes à Beyrouth si les attaques, en tout cas contre le nord d'Israël, continuent. Benjamin Netanyahou l'a assuré après s'être entretenu au téléphone avec le président américain Donald Trump. Un échange difficile selon Axios, au cours duquel il aurait traité le premier ministre israélien de fou et d'ingrat. Correspondance à Jérusalem, Daniel Haïk. Le site N12 et celui du Maariv affirment que Trump aurait crié sur Benjamin Netanyahou. Il aurait tout simplement engueulé le Premier ministre pour avoir annoncé une attaque prochaine du quartier de la Darya à Beyrouth, qui est le bastion, vous le savez, du Hezbollah. Vous êtes complètement dingue, lui aurait dit Donald Trump. Sans moi, vous seriez déjà en prison. Vous êtes un ingrat. Alors pourquoi Trump aurait-il piqué une telle crise? Eh bien, apparemment parce que les Iraniens auraient menacé de faire voler en éclats les pourparlers avec les Américains si Tsahal devait bombarder Beyrouth. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Plus tard, Donald Trump a toutefois remercié Benjamin Netanyahou après l'avoir convaincu de ne pas frapper Beyrouth. Une frappe israélienne majeure sur la banlieue de Darya a justement été reportée après cette intervention américaine. Et puis le président américain l'a précisé, le Hezbollah s'est engagé à respecter le cessez-le-feu en contrepartie de l'arrêt des opérations de Tsahal au Liban. Jérusalem et Beyrouth se réunissent d'ailleurs aujourd'hui et demain sous médiation américaine. Le reste de l'actualité, comme l'an dernier, le gouvernement français limite la participation d'Israël au salon Eurosatori à Paris. Bannissant la présentation de ces systèmes offensifs, seuls les systèmes de défense antibalistique et antiaérien israéliens seront autorisés à y figurer. Des restrictions honteuses, discriminatoires et dictées par des calculs politiques et commerciaux, a réagi hier le ministère israélien de la Défense, qui affirme que la France se place du mauvais côté de l'histoire. Mais peut-être aussi la meilleure publicité pour Israël, selon Stéphane Goldin, analyste sécurité ce matin sur Radio J. Dans le fond, il faut peut-être regarder le verre à moitié plein dans cette affaire. Et dans le fond, dans cette volonté du président Macron de vouloir nous interdire, c'est la meilleure publicité qu'ils nous font. Je peux vous dire que l'année dernière, au moment où ils avaient mis des bâches noires sur l'ensemble des stands israéliens, il y a eu un afflux de clients qui sont arrivés. Et peut-être c'est le moment où Israël a fait ses meilleures affaires. Donc c'est peut-être dans le fond, notre meilleur, agent marketing. Stéphane Goldin, analyste sécurité ce matin sur Radio J. Ce n'est pas la première fois qu'Israël se heurte à ce type de restrictions. Les exposants israéliens avaient déjà été exclus de l'édition 2024 et puis pour rappel, l'exclusion des entreprises israéliennes avait été jugée discriminatoire par le tribunal de commerce de Paris. Nuit sanglante en Ukraine où de massives frappes russes ont tué 9 personnes dont 4 à Kiev. Une cinquantaine de blessés sont aussi à déplorer après cette attaque perpétrée à l'aube. Moscou qui bombarde l'Ukraine presque
presque toutes les nuits a intensifié ses attaques en journée depuis quelques mois, entraînant une riposte de Kiev. L'Ukraine qui a développé un système pionnier de défense antiaérienne contre les drones, mais qui reste dépendant des approvisionnements auprès des alliés occidentaux pour se défendre contre les frappes de missiles. Au Canada, à Toronto, 5 suspects arrêtés dans le cadre d'une manifestation anti-israélienne. Interpellés dimanche dernier, ils sont accusés d'avoir brandi et distribué des pancartes antisémites représentant des juifs sous les traits de monstres souterrains et de rats. En tout, 6 personnes font face à des charges d'incitation publique à la haine et de promotion volontaire de la haine, une charge qualifiée de rare par le chef de la police qui précise qu'elle n'a été utilisée que 11 fois depuis le 7 octobre 2023. Merci beaucoup Éléonore, on vous retrouve tout à l'heure sur Radio J à 8h15. La météo de ce matin, des pluies orageuses envahissent tout l'ouest du pays accompagnées de vents près de la Manche. Il pleut à Paris, mais l'est de l'Hexagone reste épargné avec des éclaircies. Et cet après-midi, tableau similaire avec des orages aussi prévus en région parisienne toujours. Les températures chutent, il fera 20 degrés à Paris, 26 le maximum à Montpellier et 17 le minimum à Brest. Et puis en Israël, à Jérusalem, comptez 29 degrés aujourd'hui dans la capitale israélienne, 25 à Tel Aviv, 24 à Haïfa, 37 à Eilat. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Et le point mobilité ce matin en Ile-de-France. Attention, trafic interrompu ce matin sur la ligne du métro 7 bis et jusqu'à demain. Effectivement, en raison de travaux, des bus de remplacement sont mis à votre disposition. Sur la ligne 9 également ce matin, sur la ligne du métro, les trains circulent à vitesse réduite entre Porte de Montreuil et Mairie de Montreuil. Et puis des difficultés aussi sur plusieurs lignes de Transilien, la ligne J, la ligne L, la ligne P et la ligne R. La composition des trains peut se voir modifiée. Restez avec nous sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. Encore une fois, une matinée difficile puisqu'on l'a appris hier soir, la mort d'un nouveau soldat tombé au combat. Je crois que c'est le 25e depuis le début de la guerre. Non, le 15e, enfin en tout cas le 15e depuis le début de la trêve, le capitaine Ori Yosef Sylvester, 30 ans, médecin du bataillon Shaket de la brigade Givati. Le convoi où il se trouvait au nord du Litani, au sud Liban, a été attaqué hier après-midi par plusieurs drones explosifs du Hezbollah. 7 autres soldats et officiers ont été blessés dans l'attaque. Et la nuit a encore été marquée par des tirs du Hezbollah sur le nord d'Israël, une incursion de drones en Haute-Galilée et plus de 20 roquettes qui ont visé un peu plus au sud la vallée de la Houla. Il n'y a pas eu de blessés. La journée d'hier n'a pas été plus calme. Plus d'une centaine d'alertes avec des tirs de roquettes et de drones du Hezbollah qui ont visé la Haute-Galilée, le Golan et la Basse-Galilée jusqu'à Akko, Sfat et le nord du lac de Tibériade. La milice terroriste libanaise avait intensifié ses tirs alors que Benjamin Netanyahou venait d'annoncer qu'il avait donné instruction à Tsahal de bombarder des sites du Hezbollah dans son fief de Dahia à Beyrouth. Tout au long de la journée, la tension n'avait cessé de grimper alors que la population fuyait la banlieue sud de Beyrouth. Dans l'après-midi, le porte-parole de Tsahal adressait un ordre d'évacuation aux habitants. Et parallèlement, l'Iran entrait dans la boucle pour menacer directement Israël s'il mettait sa menace à exécution. Et en début de soirée, c'est Donald Trump qui téléphonait au Premier ministre israélien pour lui intimer l'ordre de ne pas frapper à Beyrouth. J'ai dit au président Trump que si le Hezbollah ne cesse pas ses attaques contre nos villes et nos civils, Israël frappera des cibles terroristes à Beyrouth, indiquait ensuite le Premier ministre israélien dans un communiqué. Le président américain, quant à lui, a affirmé qu'il n'y aurait pas de frappe israélienne à Beyrouth et a ajouté qu'il avait parlé au Hezbollah via des médiateurs et que les tirs allaient cesser. Israël ne les attaquera pas et ils n'attaqueront pas Israël, a assuré Donald Trump. Et par ailleurs, on a eu des détails sur cet échange, Pascal, mené entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Selon le média Axios, le président américain se serait plutôt énervé. Il aurait traité Benjamin Netanyahou de fou et d'ingrat. Est-ce que vous avez aussi les mêmes infos en Israël ? Oui, absolument. C'est donc le site Axios qui est généralement bien informé de ce qui se passe à la Maison-Blanche.
qui a rapporté dans le détail la teneur de cette conversation, une nouvelle conversation particulièrement difficile entre le président américain et le premier ministre israélien. Donald Trump se serait effectivement emporté, aurait traité Benjamin Netanyahou d'ingrat. Sans moi, tu serais en tôle, tu es complètement malade, tout le monde te déteste et déteste Israël à cause de ça. Voilà la teneur des propos de Donald Trump adressés à Benjamin Netanyahou. On ne sait pas comment Benjamin Netanyahou, lui, de son côté, a réagi. En tout cas, on a entendu ensuite le communiqué, ou plus exactement les déclarations de Donald Trump affirmant qu'il avait obtenu une nouvelle trêve entre Israël et le Hezbollah, trêve dont on ne connaît pas la teneur. Mais en tout cas, encore une fois, on a vu Donald Trump taper du poing sur la table pour bloquer Benjamin Netanyahou, de la même manière d'ailleurs qu'il l'avait fait à la fin de la guerre des 12 jours au mois de juin, quand Israël s'apprêtait à lancer une nouvelle opération contre l'Iran, un nouveau raid aérien, et que Donald Trump, estimant que la trêve était entrée en vigueur, avait ordonné à Benjamin Netanyahou que ces avions fassent demi-tour et rentrent en Israël. En fait, Donald Trump, pour bien comprendre, Pascal, fait ses demandes à Israël par rapport aussi aux négociations qui se tiennent actuellement avec l'Iran, parce que on sait que Téhéran notamment a conditionné en tout cas ce qu'il voulait par rapport aux actions israéliennes au Liban. C'est de ça dont il s'agit. Absolument, et on l'a vu d'ailleurs tout au long de la journée, parce qu'il y a eu une véritable montée rhétorique aussi du côté des Iraniens, avec des messages de plus en plus menaçants à l'égard d'Israël, du président du Parlement, Mohammad Kalibaf, du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et même d'un des membres de l'état-major iranien, le général Abdullahi, qui ont tous menacé directement Israël. Si Tzahal attaquait le Hezbollah à Beyrouth. Donc là, clairement, c'était un ultimatum iranien adressé à Donald Trump pour qu'il fasse pression sur Israël de façon à ne pas compromettre la possibilité d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, puisque cet accord n'est toujours pas advenu. Donc un accord, quoi qu'il en coûte, pour Donald Trump, qu'il soit bon ou mauvais, l'important pour lui c'est de conclure un accord, même si le Hezbollah reste en place, même si donc les proxys de l'Iran continuent à agir. C'est la lecture en tout cas qu'on fait de la situation aujourd'hui, Pascal. En tout cas, pour Donald Trump, le front entre Israël et le Hezbollah ne doit pas être un facteur entrant en ligne de compte dans cet accord. Mais en réalité, c'est l'Iran qui a réalisé l'union des fronts, comme il l'avait exigé depuis le départ. Cessation des hostilités sur tous les fronts, donc y compris le front nord d'Israël, pour évidemment préserver sa milice supplétive, le Hezbollah. Alors, il y a également, évidemment, ce dont on parle, c'est important, Pascal. Je ne sais pas si en Israël, on en parle beaucoup. Le gouvernement français qui a limité la participation officielle d'Israël au salon Eurosatori à Paris, bannissant notamment les armes offensives. Est-ce qu'on en parle en Israël, justement, Pascal, de ce qui se passe actuellement en France ? Alors, évidemment non, étant donné, vous le comprenez, l'actualité extrêmement chargée et sensible. Cela dit, l'information n'en est pas moins extrêmement importante. Ça n'est pas la première fois qu'Israël est limité ou interdit d'exposer dans des salons de défense en France. Ça avait déjà été le cas l'année dernière et l'année précédente avec les limitations dont on se souvient. Cette fois-ci, il était clair aussi qu'Israël ne pourrait pas apparaître avec son pavillon israélien officiel. La mesure a été donc actée par la France et confirmée hier par le ministère israélien de la Défense, qui a évidemment déploré et critiqué cette décision de la France. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Zonshine. Effectivement, réaction du ministère israélien de la Défense qui parle de mesures discriminatoires, de restrictions honteuses, et ce qui ne devrait pas arranger la relation déjà tendue qui existe donc entre Paris et Jérusalem. Merci beaucoup. Le 6-9, Radio J. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J et Pascal Sunshine qu'on retrouvera évidemment tout à l'heure à partir de 9h et cet après-midi dans le grand journal à partir de 14h. Ne bougez pas, dans quelques instants, l'essentiel de l'information avec Éléonore Claude et puis vos rendez-vous habituels évidemment, Microsion. Xavier Natav qui sera avec nous, un jour une mitzvah, Chaim Nissenbaum et puis tout à l'heure on aura le plaisir d'accueillir à 8h30 Dov Maimon, chercheur au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. 8h15, toute l'actu avec vous Éléonore, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Israël se réveille avec un nouveau deuil, celui du capitaine Ori Yosef Sylvester, médecin dans la brigade Givati. Il est le 26e soldat tué depuis le début de la guerre. Il a été emporté par une frappe de drone au Liban avec 7 autres de ses camarades blessés dans le même incident. Sur le front diplomatique, Benjamin Netanyahou a prévenu si les attaques sur le nord d'Israël continuent, Tsahal frappera Beyrouth. Selon la revue Axios, son entretien téléphonique avec Donald Trump aurait été particulièrement tendu. Le président américain l'aurait traité de fou et d'ingrat. Il a néanmoins salué la décision israélienne de renoncer à frapper le quartier de Darié après intervention américaine. Le Hezbollah, de son côté, s'est engagé à respecter le cessez-le-feu. Des négociations se tiennent aujourd'hui et mercredi à Washington. Et puis enfin en France, Patrick Bruel annule tous ses concerts jusqu'à l'automne, visés par des enquêtes pour viol et agression sexuelle. Une douzaine de dates disparaissent du calendrier. Elles sont prises en charge par sa propre société de production. Les concerts d'octobre restent maintenus. Merci Éléonore, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h30. Le 6-9, Ilana Ferradian. 8h16, Microsion à présent, c'est votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf. Situé sur une colline surplombant la ville de Beersheva et connu localement sous le nom de Andarta, le mémorial, le monument à la brigade du Negev est un monument conçu par l'artiste plasticien et sculpteur israélien Dani Karavan à la mémoire des membres de la brigade Palmar du Negev, tombés en combattant aux côtés d'Israël pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Conçu à partir de 1963, c'est l'une des premières œuvres de l'artiste. Pendant la guerre d'indépendance, la brigade du Negev a freiné l'avance des troupes égyptiennes et a protégé courageusement les sources d'eau du Negev. Le monument s'intègre au paysage désertique environnant qu'il sublime. C'est un magnifique exemple de land art qui fait appel à tous les sens. Quand on s'approche, on découvre une tour perforée, faisant allusion aux tours de guet criblées de balles. Une conduite d'eau rappelle les batailles pour assurer l'approvisionnement en eau des localités. Et puis des textes gravés dans le béton, le nom des 324 soldats tombés au combat, l'insigne du Palmar, des versets bibliques et des paroles de chansons. On y entend de la musique et on réalise que c'est le vent qui s'échappe des trous de la tour, une tour en béton, perforée comme une flûte. À côté du vent, le soleil est aussi invité à jouer un rôle dans l'installation en créant des jeux d'ombre et de lumière. Les oiseaux aussi, l'eau et le bel acacia, bien mis en valeur. En tout cas, un lieu à découvrir où l'on peut se promener, jouer, réfléchir et méditer. Microsion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Merci d'être avec nous sur Radio J, merci de nous rejoindre. On parle évidemment de ce qui se passe au nord d'Israël, la guerre qui se poursuit et malheureusement on l'a appris, un nouveau soldat qui est tombé au combat hier soir. Pour en parler, il est avec nous, Stéphane Goldin, ancien commandant d'une unité d'élite de Tsahal, expert également analyste sécuritaire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci d'être avec nous. On l'a donc appris, la mort de Ori, 30 ans. Encore un soldat qui a été tué par un drone piégé au sud Liban. C'est vraiment la menace actuellement, Stéphane, principale à laquelle doivent faire face les soldats israéliens aujourd'hui au nord. Oui, effectivement, on a un véritable problème avec ces drones qui ont une tête explosive et du coup, on a dû faire reculer différentes unités de Tsahal un peu plus loin, surtout pendant la journée. Actuellement, l'industrie militaire israélienne travaille pour une riposte à ces drones alors c'est vrai, pour le moment, on met en place des pilets, on met en place d'autres systèmes pour les intercepter, mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui arrivent à passer.
et qui font des dégâts au sein de nos troupes. Donc c'est vrai que c'est une question qui se pose avec beaucoup d'interrogations aussi concernant ces drones. Parce que ce ne sont pas des drones qui sont nouveaux dans le monde et dans du champ de la guerre, parce que ce sont des drones qui ont énormément été employés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc le fait qu'ils soient arrivés maintenant au Moyen-Orient, évidemment, actuellement pose certains problèmes à Israël. D'où aussi les ripostes qu'Israël mène sur le territoire libanais actuellement. Aujourd'hui, quelle est la situation clairement pour bien comprendre un petit peu où se situe Tsahal, à quel point justement l'armée israélienne a avancé au sud Liban, justement combien de villages ont été pris. On a beaucoup parlé du château de Beaufort hier, le château de Beaufort, point stratégique. Aujourd'hui, concrètement, l'armée israélienne en est où sur le terrain ? L'armée israélienne a dépassé évidemment le fleuve Litani, puisqu'en prenant le Beaufort, on a dépassé cette ligne-là. On se rapproche évidemment, quand on parle de passer le fleuve Litani, on se rapproche évidemment de la banlieue de Beyrouth. Il faut comprendre la géographie. Alors Beaufort, alors évidemment pour ceux qui ont connu le Liban comme moi en 82, en 2006. C'est quelque chose qui nous parle énormément. Le Beaufort est une zone évidemment avec un point de vue stratégique, puisque ça permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble, je dirais, de la Galilée, du Liban et de la Galilée, ce qu'on appelle du doigt de la Galilée et du nord de la Galilée. Mais aujourd'hui, concrètement, le Beaufort, c'est plutôt un symbole qui a été pris. Ce qui est intéressant au niveau du Beaufort, c'est pas ce que l'on voit au-dessus, c'est ce qu'il y a en dessous sous le Beaufort. C'est-à-dire que déjà en 1982, quand le Beaufort avait été pris à l'époque au Fatah, à l'OLP, on avait trouvé énormément d'armes sous le Beaufort. En 2006, lors de notre incursion israélienne, lors de la Seconde Guerre du Liban aussi, on avait trouvé énormément d'armes qui là n'appartenaient plus au Fatah, à l'OLP, mais déjà au Hezbollah. Et il faut comprendre qu'il est très probable que les forces israéliennes aient trouvé encore ou des drones ou des roquettes ou en tout cas des armes sous le Beaufort en l'ayant pris il y a 2 jours. Donc on est dans un contexte aujourd'hui où les forces israéliennes sont obligées d'avancer, je dirais, vers le nord pour aussi une autre raison. C'est que il faut comprendre que d'abord il reste encore des tunnels qui n'ont pas été détruits avec des armes, mais il faut comprendre aussi que les terroristes du Hezbollah aussi sont remontés vers le nord plus les forces israéliennes montaient vers le nord. Et donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des armes du Hezbollah, des missiles, des roquettes, des bases de lancement de drones justement qui se situent dans la banlieue de Beyrouth, au nord donc du Litani, mais même au-delà de la ville de Beyrouth, c'est-à-dire au nord de Beyrouth. Alors cette question de Beyrouth, elle est importante parce que on l'a appris cette nuit. Donald Trump, Benjamin Netanyahou se sont entretenus par téléphone. C'était une discussion apparemment assez compliquée où Donald Trump s'est énervé contre Benjamin Netanyahou, qu'il a traité de fou, d'ingrat. Donald Trump qui empêche clairement aujourd'hui l'armée israélienne de frapper à Beyrouth. On est clairement dans cette configuration là, Stéphane. Oui, nous sommes dans cette configuration qui est assez compliquée, je dirais, au niveau et diplomatique et stratégique, parce que d'un côté, on est lié aux États-Unis, on a mené une opération ensemble. Concrètement, on ne sait pas non plus ce qu'il y a dans ce traité ce protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Est-ce que la question libanaise rentre dedans ? Or, on voit hier que le Liban a cessé toute négociation avec les États-Unis parce que la question libanaise n'était pas... Enfin, la question du Hezbollah, ils disent bien le Hezbollah, ils ne parlent pas du Liban d'ailleurs, puisque l'Iran ne reconnaît pas le gouvernement libanais, il reconnaît qu'une seule force, ce sont le Hezbollah. Donc il n'y a pas de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, et ils mettent un point d'honneur à mettre ce point, je dirais, en exergue. Et donc Israël se trouve dans une situation qui est complexe, parce que c'est vrai que stratégiquement, on est face à un Hezbollah qui, lui, de toute façon, comme les Iraniens d'ailleurs, refuse toute négociation et continue de tirer sur les populations du nord d'Israël. Et Israël, qui est lié, qu'on le veuille ou non, aux États-Unis, se dit qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que l'on va pouvoir continuer à attaquer ? Et là, qu'est-ce qui se passerait vraiment, pour parler concrètement, qu'est-ce qui se passerait si Israël attaque Beyrouth sans le consentement des États-Unis ? Nous aurions probablement une crise qui entre les États-Unis et Israël, mais une crise qui serait, je dirais, limitée. On ne va pas se raconter l'histoire. Les États-Unis ont besoin de nous, on a besoin des États-Unis. Tout ça va durer un certain temps, un petit temps.
Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi marquer des points, il va falloir aussi continuer le boulot. Les États-Unis, dans le fond, c'est la deuxième fois qu'ils nous stoppent dans cette aventure. Ils nous avaient déjà stoppé face à l'Iran au mois de juin 2025, où Israël avait avancé très fortement et Israël et les États-Unis nous ont arrêtés en pleine ascension, je dirais. Et là, encore une fois, il y a eu ce cessez-le-feu avec l'Iran parce que tout revient à la question iranienne. Et il y a eu ce cessez-le-feu qui a permis justement au Hezbollah, dans le fond, aussi de rentrer dans le jeu d'une façon encore plus forte, mais aux Iraniens aussi complètement de se refaire, et stratégiquement, et diplomatiquement, qu'on le veuille ou non, et probablement militairement. Alors juste pour clore ce dossier avant de parler d'un nouveau sujet, est-ce qu'il faut faire confiance aujourd'hui au président américain Donald Trump, ou il faut que Israël, comme on l'a dit, prenne le taureau par les cornes et se débrouille seul finalement? Écoutez, Israël a la possibilité de se débrouiller seule. Maintenant, elle va pas pouvoir se débrouiller seule et pouvoir attaquer seul l'Iran. Il faut dire les choses clairement. Israël va avoir, oui, les possibilités d'attaquer ponctuellement certaines positions en Iran, mais mener une guerre comme elle a été menée, ça me semble un peu plus difficile. Il va falloir aussi peut-être qu'Israël aussi mettre sur la table sa propre stratégie. Quelle est la stratégie d'Israël? C'est vrai qu'il y a aussi une certaine ambiguïté dans cette affaire. Alors c'est vrai qu'Israël est très clair dans ses cibles, je dirais, c'est la chute du régime iranien et la démilitarisation du Hezbollah. Mais maintenant, il va falloir savoir comment on le fait. Est-ce que dans le fond, rentrer au Liban, et pour ceux qui connaissent le Liban, et moi malheureusement je l'ai connu pour y être resté de longs mois, même si ce n'est pas des années, je peux vous dire que c'est rentrer dans une situation avec un certain bourbier. Et donc la question est comment rentrer et comment s'en sortir le plus rapidement possible, mais en étant efficace. Et là, toute la question face à cette question qui est le Hezbollah. D'où aussi la question des négociations qui se passent entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, même si j'ai énormément d'interrogations sur ces négociations, à quoi elles vont mener. Est-ce qu'on va arriver franchement à quelque chose? Beaucoup de points d'interrogation. Toujours est-il, oui, ce sont des avancées, mais est-ce que le gouvernement libanais, pour le moment, a les moyens de faire quelque chose? Non, parce que tant que le gouvernement libanais n'en aura pas les moyens, ce sera Israël qui continuera à faire le sale boulot. Et qu'on le veuille ou non, que Donald Trump ou pas Donald Trump, c'est Israël qui fait pour le moment le sale boulot, pas que pour les États-Unis, pour le monde entier. Stéphane, il nous reste une minute, un peu plus d'une minute. Je voulais aussi vous faire réagir à ce qui se passe en France. Le gouvernement français qui a limité la participation d'Israël au salon Eurosatori à Paris, le salon de l'armement, qui a banni notamment les systèmes offensifs d'Israël. Votre réaction ? Écoutez, ça fait maintenant 2 ans, il me semble, ou 3 ans que la France, à chaque fois, bannit des salons de l'armement Israël. Alors moi, je trouve ça franchement scandaleux parce qu'il y a d'autres pays qui figurent dans ces salons qui sont pas non plus des vérités, qui ne sont pas de loin des démocraties. Mais je vais vous dire, dans le fond, il faut peut-être regarder le verre à moitié plein dans cette affaire. Et dans le fond, dans cette volonté du président Macron de vouloir nous interdire, c'est la meilleure publicité qu'ils nous font. Je peux vous dire que l'année dernière, au moment où ils avaient mis des bâches noires sur l'ensemble des stands israéliens, il y a eu un afflux de clients qui sont arrivés. Et peut-être c'est le moment où Israël a fait ses meilleures affaires. Donc c'est peut-être dans le fond, notre meilleur, je dirais, agent marketing. Je sais pas comment on est. Notre meilleure publicité. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup. Donc, il faut regarder le verre à moitié plein. Merci beaucoup, vous avez raison. Il faut toujours regarder le positif. Merci Stéphane Goldin d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. מחילה ומאף אחד רק מעצמי לא הייתי צריכה לסחוב את האשמה הזאת, לא כבר עשיתי מה נותן לי מחילה, נותן מילה. Vous écoutez Radio J. C'est uniquement sur Radio J.
Radio J. Radio J. Merci d'être avec nous sur Radio J. Tout de suite, l'essentiel de l'info et l'invité de la rédaction. Le 6-9, Ilana Ferradian. Il est 8h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous ce matin en direct, ce mardi 2 juin 2026. Toujours un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez évidemment nous écouter, nous regarder aussi sur notre chaîne YouTube. Et toute l'actualité à présent avec Éléonore Claude. Bonjour Éléonore. Bonjour Ilana, bonjour à tous. À l'actualité ce matin, c'est un nouveau soldat israélien qui a perdu la vie au Liban. Le capitaine Ori Yosef Sylvester, médecin au sein de la brigade Givati, est tombé sous une frappe de drone. Il devient ainsi le 26e militaire tué depuis le début des hostilités. À ses côtés, 7 de ses camarades ont été blessés dans le même incident. Et puis sur le plan diplomatique, Benyamin Netanyahou a adressé un avertissement clair. Toute poursuite des attaques contre le nord d'Israël exposera Beyrouth à des frappes de Tsahal. Son échange téléphonique avec Donald Trump pourrait virer à l'affrontement selon Axios. Le président n'aurait pas mâché ses mots, qualifiant le premier ministre israélien de fou et d'ingrat. Le Hezbollah s'est quant à lui engagé à tenir le cessez-le-feu. Des pourparlers sont en cours aujourd'hui et demain à Washington. Et puis en France, redouté, attendu, c'est ce soir que tombent les résultats de Parcoursup. À 19h, environ 1 million de candidats recevront leur première réponse pour le début de la phase d'admission principale qui s'achèvera le 11 juillet. En raison de l'afflux massif des connexions attendues ce soir, les candidats pourront dans un premier temps uniquement consulter leurs résultats. Leurs dossiers ne seront débloqués que quelques heures plus tard. Et puis hier, les députés ont voté à l'unanimité la proposition de loi post-Betaram, loi qui vise notamment à renforcer les contrôles des adultes susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire. Un total de 255 signalements de violences sexistes et sexuelles mettant en cause des animateurs ont été enregistrés depuis le début de l'année. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, toujours en France, Patrick Bruel annule tous ses concerts jusqu'à l'automne. Visés par des enquêtes pour viol et agressions sexuelles, une douzaine de dates disparaissent du calendrier. Les concerts d'octobre restent eux maintenus. Le chanteur de son côté conteste les faits qui lui sont reprochés. Merci Éléonore, rendez-vous un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 9h. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. 8h32, on se réveille ensemble et notre invité dans quelques instants sera Dov Maimon, chercheur au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. On va parler d'un rapport édifiant sur l'antisémitisme dans le monde. À tout de suite. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants. Votre contribution fait la différence. Dès le 26 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France. Une question ? Appelez-nous au 04 91 29 61 31. 04 91 29 61 31. Ou rendez-vous sur hort-france.fr. ORT-France.fr. Merci pour votre engagement. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Merci de nous rejoindre sur Radio J et comme promis, il nous fait le plaisir d'être avec nous en studio, en direct, Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Bonjour Dov. Bonjour Ilana, bonjour chers auditeurs, je suis très content d'être avec vous sur le studio. Et oui,
on est très content enfin de vous avoir devant nous en chair et en os et pas à distance. Alors vous venez de publier un rapport d'offre sur l'antisémitisme dans le monde, rapport édifiant avec ces chiffres terribles. 21 juifs assassinés dans des attaques antisémites en 2025, soit le niveau le plus élevé depuis les années 90. En France, ce sont 1320 actes antisémites et 126 agressions physiques qui ont été recensées l'an dernier. Record absolu malgré un cadre juridique très fort et on va justement en parler. Et puis plus largement, 76% des juifs européens cachent leur identité au moins occasionnellement. 21 juifs assassinés en 2025, c'est un signal d'alerte pour vous, Dov? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est un briefing au bureau du Premier ministre israélien. Donc, on essaye de donner que les éléments qui sont vraiment des points de bascule. Ça qui est important pour nous. On a identifié 4 points importants parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de livres. Et le travail, c'est d'écouter les signaux faibles. Le premier signal faible, c'est que par exemple, aux États-Unis, il y a eu une baisse du nombre d'incidents. Mais il y a par contre un nombre d'incidents létaux, de létal. Donc, oui. on a de la mort. Ça veut dire que ça devient plus radicalisé. Donc ça, c'est une première chose qu'on voit. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on connaissait l'équation juif égale sioniste, égale génocidaire, égale ennemi de l'humanité, égale homme à abattre. Et ben, ça s'est tout simplement réalisé. C'est quelque chose qu'on avait déjà prévu. On savait que ça allait devenir de plus en plus mortel, puisque le juif devient l'ennemi de l'humanité, celui qui empêche la rédemption du monde, un peu comme dans le christianisme ou dans d'autres religions. Alors, vous évoquez dans ce rapport une maranisation des juifs d'Europe, c'est-à-dire l'idée qu'on se cache d'être juif. Désormais, on cache son étoile de David, on cache sa mezouza, on cache son nom de famille sur les applications, notamment de commandes de nourriture. On évite de parler aussi d'Israël avec ses amis ou quand on est au travail. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors voilà, on va reprendre l'articulation. Donc, il y a tout à coup, maintenant, ça devient un risque de mort d'être juif. Donc, les gens... Le deuxième point, c'est que les juifs à travers le monde n'ont plus confiance dans les États, dans les institutions régaliennes pour les protéger. 84% des juifs anglais, pas seulement en France, c'est pas aux États-Unis, 56% vont maraniser. Des juifs américains vont commencer à changer leur comportement. Là, en France, c'était déjà pour un bout de temps. Et donc, ça veut dire... On n'a plus confiance au gouvernement parce que ce qui fait la pérennité d'une communauté juive, c'est pas l'intensité de la vie juive qui est en France exceptionnelle, avec les restaurants cachers, Capital Mondial Gastronomie, tous ces gens qui étudient les chivotes et mais ce qu'il va savoir, c'est est-ce que la police va nous protéger. Et déjà en Angleterre, où ils ont une tradition, où il n'y a pas eu Vichy, il n'y a pas eu l'Algérie, on a confiance quand même dans l'État. Et là, les gens disent, l'État ne va pas nous protéger, la police ne va pas nous protéger. Et la troisième étape, c'est que les Juifs vont commencer à cacher leur identité, maraniser leur identité juive. Au fur et à mesure, ils vont se cacher, ils vont disparaître. Et ensuite, ça attaque aussi les juifs invisibles. C'est très important parce que énormément de juifs... Qui sont ces juifs invisibles? Voilà. Les juifs invisibles, c'est des millions de juifs à travers le monde. En France, c'est des centaines de milliers de personnes qui souffrent au quotidien. Ça veut dire qu'on va entendre, probablement à la fin du premier tour, arrêtez les émeutes, nous n'avons rien, tout ça, on va créer la nouvelle France, avec y compris les juifs, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas des suppôts de Netanyahou. Ouais. Et les gens qui sont les juifs invisibles, ils comprennent qu'en fait, on parle d'eux. Parce qu'ils ne sont pas suppôts de Netanyahou, mais ils sont, quelque part, ils reconnaissent que les Juifs auraient le droit d'avoir un État, un crime suprême. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu en Espagne récemment, il y a 2 femmes juives lesbiennes qui ont été exclues d'un sauna, parce qu'elles portaient une étoile de David. Elle lui a sommé, en tout cas, elle lui a demandé est-ce que tu es sioniste. Voilà. Ça a remplacé en fait le mot juif. Voilà, donc on a des phénomènes, tout le monde entend le bruit. La question de savoir, nous, c'est pour savoir à quel moment il va falloir intervenir ou pas intervenir. C'est ce qu'on dit au gouvernement israélien, évidemment. À quel moment on voit tout à coup qu'on est monté en grade, en hébreu, ça s'appelle Aliyat Madrega. C'est-à-dire qu'on est en train tout à coup à une nouvelle étape où il faut avoir d'autres protocoles d'intervention. Pour l'instant, nous, on voit simplement, en général, l'antisémitisme, c'est comme le syndrome de la femme battue. On prend des claques sur la tête et puis on fait semblant, mais où t'étais le premier jour? Et donc, et malheureusement, alors ce qu'il faut indiquer, c'est quels sont les différents points. On en a parlé, et il y a aussi des façons de lutter contre ça quand même. Il y a des choses. Alors, on va parler justement de lutte contre l'antisémitisme. Mais c'est vrai que actuellement, la France quand même condamne fortement l'antisémitisme, dispose d'un cadre juridique solide. On voit que les affaires, en tout cas, sont jugées. Alors, parfois condamné, on peut discuter évidemment des condamnations, etc. Mais il y a quand même des lois qui sont faites pour condamner l'antisémitisme. Plus de lois, mais moins de sécurité. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a le cadre juridique. Et ce qu'on aperçoit dans toutes nos études, c'est qu'on fait tout simplement des études. Avec l'intelligence artificielle, on a des équipes entières qui surveillent ça. Donc on voit, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, il y a un suivi.
Quelqu'un qui tue une Sarah Halimi, eh ben, il est poursuivi. Et puis il est pénalisé. Et ça a appliqué la loi. Le problème qu'on a, c'est qu'en France, notamment, il n'y a pas de suivi. Il y a très très peu d'accusations, très très peu. Et l'Union européenne, l'Agence des droits fondamentaux, qui étudie tous les pays de l'Union européenne, arrive à dire que 96% des Juifs ont subi de l'antisémitisme dans la dernière année. Et ils se disent, l'État, les appareils, il y a des grands appareils au niveau du discours. Et on aperçoit qu'il y a 23 pays de l'Union européenne qui ont des plans contre l'antisémitisme. Il y en a une vingtaine qui ont des directeurs, des avocats, des commissaires à l'antisémitisme. Et rien ne sort de ça. On voit leurs résultats. Ce qu'il faut voir, c'est qui a réussi à faire des changements dans les actions. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui arrivent aux États-Unis. Il y a eu 600 millions de dollars sur l'Université de Columbia parce qu'il y a des gens qui ont identifié. Il faut prendre des photos. Le CRIF a une cellule de crise. On a parlé récemment dans une de nos critiques, de nos chroniques. On a parlé de Wikipédia. Mais le CRIF a aussi une cellule Wikipédia. Et on peut faire des photos d'écran, envoyer ça notamment à la cellule de crise du CRIF. Et après, il y a un suivi. Ensuite, il faut aller mener à ça bien. Le CRIF a aussi réussi avec Youssouf Attal et à le sortir. Et donc, il est possible d'agir à condition d'avoir des faits, faire passer les choses, aller jusqu'au bout, punir les gens. Ça doit avoir un coût. Pour l'instant, le problème le sang des Juifs, et en vérité, ne coûte rien. Donc les gens peuvent se libérer en attaquant les Juifs parce qu'ils ont des frustrations de tout ordre. Donc alors quels seraient les moyens peut-être les plus efficaces de lutter selon vous contre l'antisémitisme ? Dans ce rapport, on donne une dizaine de moyens qui ont vraiment porté leurs fruits. On en a parlé quelques fois sur nos chroniques. On a parlé, il y a des gens qui ont réussi à faire changer les choses. On a parlé de Wikipédia, on a viré des gens on a refait changer. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est la source de tout l'enseignement. C'est elle qui va nourrir les intelligences artificielles. Et on a vu, et pour l'instant, les indices sur Grog, par exemple, qui vient de Twitter, la note est de 21 sur 100. 21 sur 100, c'est une très très mauvaise note. Ça veut dire que si on lui pose une question, pourquoi ? Parce que ça fonctionne avec des algorithmes. On regarde tout ce qui se dit, et en fonction de ça, on fait une moyenne de ce qui est. Qu'est-ce que pense la vérité ? La vérité, elle n'existe pas. Théoriquement, elle est dit qu'est-ce que disent les réseaux. Et pas que, c'est-à-dire qu'il y a des hackers qui modifient aussi des lignes de code. Par exemple, quand ça concerne Israël, le sionisme ou les Juifs, ils arrivent à modifier certaines choses qui font que les intelligences artificielles vont répondre à côté. Voilà, exactement. Donc, ceux qui ont réussi à faire des choses, c'est pas en leur disant vous êtes antisémite, c'est en leur montrant que vous êtes contre vos propres normes. C'est contre votre propre ego. C'est comme ça qu'ils ont réussi, l'organisation Caméra a réussi à faire renvoyer journalistes de France 24 en arabe, de la BBC en arabe. Il faut identifier, codifier, mettre en place et ensuite attaquer et dire aux gens c'est contraire à vos propres valeurs. Pas parce que c'est antisémite, c'est aussi contre l'LGBT, c'est aussi contre les femmes, c'est contre l'Occident, contre les chrétiens. À ce moment-là, tout à coup ça monte et quand c'est souvent de l'argent public, alors ça peut bouger ou c'est des entreprises qui n'ont pas envie d'être blacklistées. Donc il y a un travail à faire, c'est un vrai travail de terrain. Il ne s'agit pas simplement de dire on est contre, manifestation, sinon on s'en sortira pas. Un travail pas. sur Internet essentiellement alors, un travail vraiment de aujourd'hui, recherche sur Internet. Aujourd'hui ça passe sur Internet, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus grave en fait, Ilana. C'est que ça rentre dans l'inconscient, ça veut dire c'est systémique, c'est ce qu'on appelle le système cognitif. C'est-à-dire que tout à coup, l'antisémitisme devient un antisémitisme omniprésent, systémique. Il est partout et ça devient normal de dire qu'on n'aime pas les Juifs, ça devient normal de penser que l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister. Donc il s'agit d'une situation qui est bien bien plus grave que ce qu'on croit, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je viens de passer devant la place de Narvik où on a vu des Français qui se sont levés, qui sont battus et qui ont même gagné en le 28 mai 40 contre les nazis. Donc il est possible de se battre. Moi j'ai confiance dans la France, en tout cas que la France profonde qui est avec nous. Je rencontre tous les jours je suis venu pour 3-4 jours à Paris, mais je rencontre tous les jours des groupes de Français qui sont complètement avec nous et qui sont capables de créer des coalitions. Aujourd'hui, il y a des formations qui existent, qui émergent, doivent à apprendre aux jeunes juifs à se défendre de manière orale, à se défendre dans le débat notamment. On leur apprend l'histoire d'Israël, on leur apprend les bases un petit peu du sionisme pour répondre correctement à ceux qui se cachent derrière ce masque justement de l'antisionisme. Mais est-ce que c'est nécessaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut convaincre les antisémites ? C'est une vraie question ça. On doit d'abord convaincre nos propres enfants à nous. Parce qu'eux, ils savent pas quoi leur dire. Quand on leur dit, mais pourquoi vous tuez des bébés en Palestine ? Pourquoi vous reconnaissez pas l'état de trucs ? Alors, il y a les formations, vous en parlez, la formation ADN au Reset en France, qui font du travail. On avait sorti cette brochure, vous avez on peut la télécharger gratuitement sur le site. Et sur le site du JPPA en français, et elle existe aussi en anglais, en espagnol, en allemand et en chinois. Mais et dedans, il y a toutes les questions. Comment répondre à chaque chose ? Comment dire quand vous dites oui, mais les Juifs vivaient bien en terre, étaient
heureux en terre d'islam, tout ça, c'est Est-ce du que pipeau. est-ce que c'est pas vain finalement de répondre à des gens qui forcément sont un peu convaincus et sont un peu antisémites finalement? Est-ce Non, qu'on ne reste aux pas antisémites, on ne s'agit pas à eux, on a toujours 15% de personnes qui sont vraiment antisémites, on a 15% ou 20% des gens qui sont avec nous, et puis on a, face à nous, on a 50% des gens qui sont indifférents au sujet. Et c'est avec eux qu'on doit parler aussi. Il faut savoir, mais il y a des techniques, c'est-à-dire il faut savoir que quand on répond, quand on fait des commentaires sur une vidéo antisémite, ça la fait monter, les algorithmes vont faire monter cette vidéo et tout ça, donc et ça la fait monter et va diffuser encore plus, donc c'est contre-productif. Donc il faut savoir comment agir, il faut venir dans des formations comme celle de ADN ou d'autres et puis lire comment se font ces brochures, on va sortir d'autres brochures, on va apprendre à construire comment vivre dans un pays antisémite. Peut-être vivre dans la société, être juif en situation de grand remplacement ou être juif dans une société antisémite. Oui, on va vous donner des guides pratiques pour comment... de survie en pays antisémite. Je voulais vous faire réagir à ce que déclarent beaucoup d'intellectuels juifs de gauche en ce moment qui tapent sur Benyamin Netanyahou, sur le gouvernement israélien pour crédibiliser leur voix. Alain Finkielkraut qui dit qu'il a honte d'Israël. Nathan Devers qui dit qu'Israël a perdu sa définition de refuge depuis le 7 octobre. Alors récemment, il y a aussi des artistes qui parlent. Johan Sfar, ça fait longtemps. Arthur qui clame maintenant dans les médias qu'il déteste Benyamin Netanyahou, que Itamar Ben-Gvir le révulse. Qu'est-ce que vous pensez de ces prises de position? Alors je vais vous répondre d'une manière beaucoup plus structurelle. Il y a des périodes, comme la période de reconstruction, on en a parlé après la Deuxième Guerre mondiale, où là on a besoin des Juifs. Les Juifs, c'est comme Joseph qui arrive en Égypte, il va aider le pays à se reconstruire, à grandir, et puis à un certain moment, on arrive à une situation où on est dans la déconstruction, l'Europe devient elle se hait elle-même, et donc ces juifs qui ont aidé à construire ce pays sont haïs. Et il y a des juifs évidemment dans l'habitude, on a toujours l'habitude, des gens qui ne se parlent qu'à eux-mêmes et qui sont en train de se raconter des histoires que personne ne comprend et qui sont en train de raconter des choses en essayant de se défendre et de se défendre peut-être d'aller dans les cocktails, etc. Mais peu importe, ces gens-là sont du bruit qui iront probablement dans les poubelles de l'histoire. Ce qui est important par contre à savoir, c'est qu'il y a des périodes où on aime les juifs parce que les juifs contribuent, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale ou en France, et puis dans les années 70, c'était les juifs, c'était Kluxmann, Hernan Rivet, tous ces gens qui étaient les stars sont devenus tout à coup les gens haïs parce qu'ils représentent tout ce qu'on n'aime plus aujourd'hui. Donc c'est plutôt ça qu'il faut voir. Il faut voir qu'on a des périodes comme ça, des périodes difficiles et des périodes où il va falloir peut-être préparer sa valise. Vous êtes assez pessimiste, hein, c'est vrai, Dov. Malgré leur immense érudition, certains intellectuels ont continué à croire que l'universalisme, l'intégration ou l'autocritique les protégerait des forces qu'ils ne les jugeaient pas pour leurs idées, mais pour ce qu'ils étaient. C'est ce que vous écrivez. Vous faites référence justement là à Alain Finkielkraut et aux autres. Je sais pas. Oui, évidemment, je fais à ces gens qui essayent de croire qu'on va pouvoir maintenant, pour reparler d'une situation deux États, personne n'en veut, ça n'a personne sur le terrain ne parle de ce genre de choses. Les Arabes ne veulent pas de l'État d'Israël. Ils veulent même pas un demi-centimètre carré. Et parler à des gens qui ne représentent rien, alors que la rue, on a les sondages, on a des études, on sait ce que pense la rue arabe. Et par contre, on fait les accords d'Abraham. C'est-à-dire, il faut sortir de l'histoire israélo-palestinienne. C'est un conflit à somme nulle. Aucune chance de sortir. Par contre, si on fait les accords d'Abraham, avec les Émirats. Pour l'instant, vous voyez, Trump qui sort de l'Iran, ça rapproche énormément l'Arabie Saoudite et Israël, puisque l'Arabie Saoudite a confiance à Israël. On est dans une nouvelle donne, et là, le problème palestinien devient complètement secondaire. Il faut sortir de ces vieilles pensées des années 70. Justement, est-ce que la diaspora juive est déconnectée de la réalité de ce que vivent les Israéliens ? Je sais pas, ils sont déconnectés de leur propre réalité le plus souvent, parce qu'eux-mêmes ne savent pas quoi faire, donc ils vont chercher, ils se débattent, ils ont sûrement des bonnes idées à nous donner, mais l'histoire du peuple juif aujourd'hui s'écrit en Israël, c'est absolument clair, et ça va jouer avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, avec différents pays, avec le Maroc, tous ces pays qui se rejoignent Israël dans le camp des gens qui veulent la stabilité et la prospérité, contre les gens qui veulent le chaos. Et donc les gens du chaos, ça sera aussi bien des gens comme en France, comme des gens comme Rima Hassan, ou alors des gens d'Iran qui de toute façon sont financés, sont arrivés d'une manière ou d'une autre, ont des liens d'une manière directe ou indirecte avec toutes sortes de courants dans différents endroits. Ça peut être aussi de Russie, ça peut être de Chine, des gens qui sont contre l'Occident, qui ont des intérêts géopolitiques qui font que finalement on se retrouve dans une situation où il y a d'un côté les gens, le camp du bien, je dirais, et le camp des gens qui ne comprennent rien, et les gens qui sont des idiots utiles. On a toujours eu l'habitude, donc c'est pas très grave. Les Juifs doivent être, c'est pas entre Israël et diaspora le conflit, c'est entre les gens qui savent penser avec une boussole morale qui est vraiment une boussole morale, et ceux qui sont
envahis par le bruit. Et par exemple, quand vous voyez que le Rassemblement national en France, qui est un parti connu pour ses positions antisémites autrefois, est en train de discuter avec Israël, on sait que l'ambassadeur d'Israël en France notamment a dit que le RN était un partenaire désormais. Pour vous, c'est la suite logique des choses, en fait. Alors, je vais être très clair, puisqu'on en est là. Écoutez, je me rappelle quand M. Emmanuel Macron est venu en 2016 en Israël, il était Israël, Startup Nation, on veut devenir comme Israël. Il était fou amoureux d'Israël, fou amoureux des Juifs, etc. Il est venu en France, il a été mis en poste, il a été briefé par Total Energy, il a été briefé par le Quai d'Orsay, il a été briefé par toutes sortes d'acteurs. Oui, on veut pas d'émeutes en France, etc. Et avec ça, ils sont arrivés, il a changé. Donc peu importe qui sera, la question n'est pas de savoir qui sera en poste, c'est la démographie qui pilote. On se rappelle, la démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge. On la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose qui sera le président, parce que quel que soit le président qu'on va avoir en France, il va devoir négocier pour avoir la paix de la rue, pour pas qu'on ait ce qu'on a eu après le PSG, avec les gens qui sont en train de, qui est la nouvelle France. Et donc ces gens-là vont probablement, les Juifs vont se retrouver sur la touche. Donc quand vous dites la nouvelle France, c'est les populations maghrébines. La Nouvelle-France, toute la Nouvelle-France qui est en train d'évoluer. 23% des bébés qui naissent ont un prénom arabo-musulman, 25% des moins de 30 ans qui font le ramadan. Ça veut dire qu'il se passe une nouvelle chance. La France, une chance pour la France, mais pour les Juifs, c'est pas toujours une chance. Le grand psychanalyste juif Boris Cyrulnik, et on va peut-être conclure là-dessus, Dov a récemment déclaré dans une interview que le climat actuel ressemblait énormément pour lui à celui de 1933, notamment par exemple dans ces accusations de Juifs qui dominent le monde, qui tirent la ficelle, qui ont provoqué la guerre avec l'Iran. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Je pense que l'idée même d'une nouvelle Shoah est tout à fait envisageable. Et comment ça se traduirait pour vous ? Comme l'ancienne, la même chose. Ça veut dire que le fait de tuer les Juifs, comme ça réglerait le problème de l'humanité, il faudrait mettre les Juifs dehors parce que c'est eux qui empêchent le monde d'être enfin heureux. Et c'est une idée qui commence à faire son chemin, donc il va falloir prendre en compte ce qui est en train de se passer. Donc, on est dans une nouvelle donne. Donc potentiellement, on ne reviendra pas en arrière, là, c'est fini. Donc potentiellement, je rentre chez moi et je prépare ma valise tout de suite, la Dove. Je sais pas, c'est pas grave, on peut préparer son cercueil, ça dépend, on peut préparer ce que vous voulez. Mais les Juifs, d'une manière générale, sont des optimistes invétérés, on les connaît bien, et c'est la même chose qui s'est passé déjà une petite dizaine de fois, que ce soit en Algérie ou en Allemagne ou en Espagne. Les Juifs ne tiennent pas compte. Moi, je fais des analyses de risque sur ce sujet-là, comme je ferais sur des analyses de business ou de géopolitique. Donc, je viens rarement en France, et quand je viens en France, je vous donne ce que pensent les gens qui sont en train de réfléchir dans les comités de gens qui font du renseignement, que ce soit le renseignement à Paris, à New York ou à Tel Aviv. On arrive plus ou moins les analyses du renseignement territorial arrivent aux mêmes conclusions que moi. Eh bien, merci beaucoup, Dov Maïmon, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve le vendredi matin également à 6h55 dans la matinale pour votre chronique hebdomadaire. Alors, je vous dis à vendredi et bon retour en Israël. Merci beaucoup. Bonne journée. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J. La chronique, c'est bon pour la santé à présent avec le docteur Serge Rafal. Et oui, on change complètement de sujet avec Serge. Bonjour, docteur. Bonjour Ilana, on va essayer de se remonter le moral, mais c'est difficile avec le thème que j'ai choisi ce matin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors vous vous consacrez cette semaine, Serge, au cancer, le premier tueur de la population française, malheureusement, juste devant les maladies cardiovasculaires. Vous nous avez fait hier un point actualisé avec les derniers chiffres et vous souhaitiez nous présenter ces 3 prochains jours le plan décidé par les pouvoirs publics pour réduire son impact, plan qui va faire évoluer les 3 principaux programmes de dépistage organisés. Et vous commencez ce matin par le sein, donc le cancer du sein. Vous allez évoquer demain l'utérus, le côlon et le rectum mercredi. En effet, Ilana, cette évolution dans l'indispensable dépistage repose sur la recherche permanente d'un équilibre entre l'intégration d'innovations technologiques et organisationnelles, les exigences de qualité et de sécurité, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ces 3 dépistages tireront profit de l'intégration de certaines innovations, une meilleure organisation, sa personnalisation en fonction du niveau de risque bien individualisé, en particulier grâce à l'IA. Le cancer du sein est actuellement le plus fréquent des cancers chez les dames, un peu plus de 61 000 nouveaux cas par an. Une dame sur 8 en sera victime au cours de sa vie. Le dépister le plus tôt possible a bien entendu pour objectif de réduire sa gravité, nous l'avons évoqué hier. Alors comment se passe le dépistage organisé du cancer du sein, Serge ?
Alors, il cible depuis 2004 les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen, c'est-à-dire sans symptômes apparents ni facteurs de risque particuliers. Les femmes à risque élevé ou très élevé, c'est-à-dire celles qui ont un antécédent personnel, une mutation génétique BRCA, une anomalie et un doute sur un examen précédent, bénéficient, elles, d'une surveillance spécifique. Cette fourchette 50-74 ans a été choisie car l'âge moyen de survenue de ce cancer est de 64 ans, puis un plateau à partir de 70 ans. Alors nous regrettons, nous médecins, cette limite supérieure de 74 ans, puisque 20% des cancers du sein surviennent entre 70 et 80 ans et 10% après 80 ans. En pratique, alors les dames reçoivent tous les 2 ans une invitation à faire pratiquer auprès d'un radiologue agréé une mammographie prise en charge à 100% par l'assurance maladie sans avance de frais. Mais les dames, en dehors de cette fourchette d'âge, peuvent bien entendu se voir prescrire par leur médecin traitant ou leur gynécologue une échographie ou une mammographie remboursée, elle, à hauteur de 70% du tarif conventionnel de l'assurance maladie. Le programme de dépistage organisé bénéficie d'une démarche d'assurance qualité avec du matériel de dernière génération. Les clichés sont lus par 2 radiologues, dont un médecin expert. Alors, qu'est-ce qui a déjà et devrait encore changer dans le dépistage du cancer du sein ? Il est en pleine évolution ou révolution pour certains. Il en a déjà connu plusieurs, parmi lesquels l'intégration de l'imagerie numérisée en 2008 et un plan d'action en 2017 pour mieux le coordonner et le rendre plus humain. En 2024, le taux moyen de participation au dépistage organisé est estimé à 44%, soit des chiffres en baisse par rapport aux années précédentes. Nous n'arrivons pas à convaincre suffisamment de femmes à y participer et les inégalités territoriales sont réelles. Pour quel résultat au final, Serge ? Alors, malgré des données objectives positives sur son impact, gain en termes de survie spécifique, dépistage à un stade précoce de meilleur pronostic et nécessitant bien sûr des traitements moins lourds, repérage de 12 000 cancers agressifs par an, dont les cancers dits triple négatifs, le principe même du dépistage conserve des opposants en France, bien que la survie à 10 ans soit passée entre 1990 et 2010 de 70 à 82%. On revient sur une notion connue en cancérologie, le dépistage de lésions peu ou pas évolutives, qui pourrait être comprise autour de 15% en moyenne, soit 1 cas sur 7, considéré comme un surdiagnostic, terme pas très heureux puisqu'il s'agit tout de même d'authentiques cancers. Mais c'est vrai qu'à la suite d'images douteuses, des femmes peuvent subir d'autres examens, de nouveaux clichés, une ponction, une biopsie, un geste inutile. Certains affirment qu'une anomalie sur 4 ou sur 5 n'aurait pas nécessairement évolué. Il existe donc une possibilité de surréaction et donc de surtraitement que beaucoup de dames ne souhaitent pas courir. Quelles sont les évolutions prochaines ? Alors, ce domaine est très évolutif, bien entendu, avec en particulier les progrès technologiques et organisationnels. La dématérialisation des mammographies, l'introduction de l'imagerie en 3D plus performante, l'intégration progressive de l'intelligence artificielle avec ses algorithmes de stratification des risques et du suivi des populations, une meilleure prise en compte de la douleur et donc du confort de la mammographie, la réduction des inégalités d'accès ou de recours au dépistage, la comparaison des bénéfices du dépistage organisé par rapport au dépistage individuel sur une population informée. Vous voyez, la liste n'est pas limitative. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, docteur ? La participation à ce programme de dépistage organisé reste très insuffisante. Je vous ai dit 44%, et en deçà des recommandations européennes qui visent 70% de la population cible. Toutes les mesures prises ou à prendre sont donc bonnes pour tenter d'augmenter ces chiffres, la balance bénéfice-risque dans toutes les études étant largement positive. L'intérêt du dépistage organisé ne se discute plus. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, notre docteur, le docteur de radiologie qu'on a le plaisir évidemment d'entendre, de retrouver chaque matin. Je vous dis à demain Serge. À demain Ilana. Évidemment continuer à parler du dépistage des cancers en France. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de votre fidélité, merci de votre écoute chaque matin. C'était un plaisir de vous accompagner, de vous réveiller surtout ce matin. Et je sais que ça peut être difficile, mais bon, il fait tôt, de plus en plus tôt, et tard, de plus en plus tard. C'est comme ça, je me suis perdue là, je me suis complètement perdue. Et je crois qu'il faut du sommeil. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je serai de retour demain dès 6h. En attendant, tous nos programmes à retrouver demain, à retrouver dès ce matin d'ailleurs en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais ce que je voulais dire, c'est que la nuit tombe de plus en plus tard et que le soleil se lève de plus en plus tôt. Il me semble. Oui, donc la journée est plus agréable. La journée est plus longue, donc plus agréable. Et bon, ça peut être parfois un peu difficile aussi de se réveiller. D'autant qu'on a passé la période de canicule ou presque canicule. Et là, je suis ravie. C'est quand même un respirable. Je respire. Alors en 5 secondes, un rendez-vous. 5 secondes, un rendez-vous, l'éducation des enfants avec Nehama Altabé. On parle de la frustration. Comment très bien. Gérer je serai la frustration. à l'écoute. À tout de suite. À tout de suite. Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Retrouvez-moi en direct à 15h pour le moment culture de Radio J. Heureux d'être venu ici à Radio J. J'ai dit beaucoup de choses me concernant, des choses que je n'ai pas pour habitude de dire. 1 heure d'intimité à la rencontre d'une personnalité